Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Je suis François Larouche et cette semaine on vous présente une entrevue que j'ai faite avec la nouvelle députée de Saint-Laurent, Marois Risky, du Parti libéral du Québec. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de me recevoir. Oui. Marois, parle-nous de toi. C'est qui Marois Risky? D'où est-ce que tu sors exactement? Je sors d'une mère qui est très combative. Pour parler d'abord de moi, je pense qu'il faut d'abord remonter à ma mère. Ma mère est arrivée ici en 1980. Okay. Même si elle venait du Maroc, elle est arrivée ici, elle ne parlait pas le français. Tout le monde pense que dès que tu es marocain, tu parles français, mais elle venait de milieu très défavorisé. Alors, elle est arrivée au Québec. Elle était jeune, puis rapidement, elle s'est installée, elle a eu des enfants, elle a eu ma grande sœur qui est déficiente intellectuelle. Est-ce qu'elle est arrivée seule en plus? Elle est arrivée seule. Ah ouais. Donc, puis elle venait pour travailler, faire des sous pour aider sa mère à elle, ma grand-mère, qui était aveugle au Maroc. Elle voulait en fait ramasser assez d'argent. Parce que ma mère n'avait pas compris qu'être aveugle, c'était irréversible. Donc, elle, dans sa tête, elle allait gagner des sous, faire venir ma grand-mère et trouver les meilleurs spécialistes. Chose qu'elle a faite. Elle a ramassé des sous. Ma grand-mère est venue quand moi, j'avais environ 5 ans au Québec. Ma mère me trimballait avec elle. On a fait le tour des spécialistes. Puis à chaque fois, ma mère pleurait parce que tout le monde lui expliquait non, on ne peut pas trouver de solution miracle pour lui redonner la vue. Puis ma mère, à chaque fois, pleurait. Puis à un moment donné, elle a comme compris que non, ça ne va pas changer quoi que ce soit. Mais pour ma grande sœur, tous les spécialistes disaient qu'elle ne pourra jamais parler. Elle recevait les neurones réceptrices fonctionnaient, mais pas les émettrices, qu'elle était déficiente intellectuelle et qu'elle devrait apprendre le langage des signes. Ma mère dit non, je veux que ma fille parle. Alors ma mère a trouvé des spécialistes et quand ma sœur a eu l'âge de 12 ans, elle a commencé à dire ses premiers mots, où est-ce qu'on pouvait comprendre ce qu'elle disait. Wow. Alors ça a été toute une victoire pour elle. Donc ma mère, c'est une battante. C'est une sainte femme, je veux dire, ça n'a pas d'allure, c'est quelqu'un qui est très admirable. Les gens qui pensent que moi je suis gentille, non, vous n'avez pas vu ma mère est extraordinaire. Puis après ça, évidemment, elle s'est francisée, elle est allée à l'école, puis elle a commencé à avoir des petits emplois, puis à un moment donné, elle s'est lancée en affaires, puis personne n'aurait cru quand même être devenue une femme d'affaires, mais elle est devenue une femme d'affaires, elle a réussi, elle parle très bien le français, elle dit toujours des fois des affaires, elles seront toujours avec les mêmes mots en fait. Pompier, plombier. Alors, quand les pompiers débarquent à la maison... Faut qu'elle appelle les bons s'il y a un feu, là. Mais le pire, le plus gênant, j'ai acheté un nouveau condom. Non, maman, t'as acheté un nouveau condo. Alors, mais ça, c'est toujours les mêmes deux termes, puis ça fait depuis mon adolescence que je corrige, mais ça ne veut pas rentrer. Je vais faire exception parce que pour le podcast, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la phrase la plus hors contexte et on met ça comme titre. Je vais faire exception, je prendrai pas ce bout-là. Parce que là, ça, non. Mais depuis ce temps-là, donc moi, c'est sûr que j'ai grandi dans l'Est de Montréal, plus précisément dans le quartier, la circonscription fédérale Hochelaga. Je suis allée à l'école primaire, secondaire et cégep public, donc toutes les filles qui sont allées à l'école Marguerite de la Jemeraie. Alors! Snap! Oui, puis après ça, cégep de Maisonneuve. J'ai toujours joué au basketball depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Qui était sportif. Et ceux qui connaissent Steve Nash, je vais faire des jaloux et des jalouses. Moi, j'ai joué avec Steve Nash. J'ai même été payée pour jouer avec lui. J'ai signé ma paire de souliers. Moi, j'étais convaincue que j'allais être grande. Mais je viens dans une famille de nains parce que tout le monde fait 5 pieds 2, 5 pieds 3. Puis moi, j'arrivais 5 pieds 9. Alors, j'ai toujours... Fait que dans la photo, toi, tu te dépasses. La photo de famille. Non, puis la blague du laitier, je l'ai entendue plus souvent qu'à mon tour. Hein? C'est correct, hein? Ben là, à voir comment ta mère, c'est une combattante, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Exactement. Là. Alors, initialement, moi, je pensais devenir pathologiste. J'étais quand même bonne à l'école. Là, tout le monde dit, ben non, Marois, c'est pas fait pour toi. Alors, je suis allée voir une pathologiste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et là, je me suis rendu compte qu'elle travaillait toute seule avec ses microbes, puis qu'elle parlait avec personne. Moi, je suis verbomoteur et j'aime les gens. Alors, je me suis dit, je vais faire une réorientation. Alors, j'ai compris que j'aime ça défendre. Et j'avais déjà siégé au conseil d'établissement, présidente d'association étudiante. J'ai manifesté pour le droit de vote des élèves qu'on nous appelait à l'école secondaire de la CSDM. Donc, on avait obtenu notre droit de vote en février 2001. Puis moi, je l'avais exercé pour avoir une danse mixte dans une école de filles. Alors ça, c'était assez difficile, mais on l'a eu. Alors, par la suite, je suis devenue avocate. Mais avant de devenir avocate, j'ai fait mon droit à Sherbrooke. Après ça, je suis allée à l'Université de la Floride et je faisais la fiscalité internationale. Je suis aussi membre du barreau de New York, barreau de Québec. Mais quand on est en fiscalité internationale, il y a comme deux choix qui s'offrent à nous.
Okay. Soit qu'on travaille dans un grand bureau, chose que moi-même j'ai fait, ou qu'on travaille vraiment pour des causes. C'est très, très tentant de faire grand bureau parce qu'on va se dire la paye est extraordinaire, surtout à New York. Alors que quand on décide de travailler plus pour des causes, là, il faut s'orienter. Alors, il y a plusieurs avocats fiscalistes qui, eux, par exemple, ont travaillé pour Tax Justice Network et eux sont dédiés à ces causes-là pour lutter contre les paradis fiscaux. Moi, j'ai décidé de devenir professeur. Oui, j'adore enseigner, la pédagogie, la recherche, mais aussi ça me permettait d'avoir la liberté académique pour dénoncer puis expliquer aux gens l'état de la situation. Parce que tout le monde pense que la fiscalité, c'est de payer les impôts, puis c'est donc bien compliqué. On donne ça à notre ami comptable ou à HR Block. Wow. Alors que c'est super simple. Mais quand on explique aussi aux gens comment ça se fait que les Apple de ce monde qui font des milliards de dollars, en fait, ne payent pas d'impôts et que les gens croient qu'ils en payent, alors que nous, les travailleurs, on en paye plus qu'on devrait parce que justement, ces entreprises-là se sont désengagées socialement en ne payant pas d'impôts. Et dans certains cas, c'est légal parce que la loi n'a jamais été modernisée depuis 1927. Oui, j'ai bien dit 1927. Alors, ça fait plusieurs années. Mais dans d'autres cas, il s'agit vraiment de fraude fiscale en complicité avec les gouvernements. Donc, c'est vraiment, par exemple, un ministre des Finances qui, lui, il sait pertinemment qu'en ce moment, est en train de donner un congé de taxes à des entreprises avec des ententes secrètes. Alors ça m'a toujours outré. Puis c'est de là mon indignation, parce que je me dis, quand on prend le temps d'expliquer ça aux gens, puis qu'on démystifie, comprenne que finalement, c'est pas compliqué de changer des lois, puis qu'on est capable de s'assurer que toutes les multinationales qui font des affaires, qui ont le droit de faire des affaires, mais payent leurs impôts. Et moi, j'utilise jamais le terme « payer leur juste part ». Non, non, payez vos impôts, là, après ça, on va déterminer si c'est juste. Parce que c'est pas une juste part pour toi? Non, parce que juste part, comment qu'on fait pour dire c'est quoi qui est juste? Qui est juste? Non, la loi est claire. Quand vous, là, vous recevez votre paye, il y a personne qui vous dit est-ce que c'est une juste part, le prélèvement qui est fait directement, la déduction à la source? Non. La loi vous dit, par exemple, vous êtes dans telle braquette, vous devez payer tel pourcentage. Si on dit que c'est juste, à ce moment-là, tout le monde voudrait négocier dans le bureau de Justin Trudeau, dire écoutez, moi, 22 c'est un petit peu trop élevé, mais à 2 là, c'est juste là, quand même. Là. Avant qu'on rentre dans ces sujets-là, en fait, la fiscalité, je voulais en parler beaucoup avec toi tantôt. Si je reviens sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Qu'est-ce qui te passionne? Parce que clairement, là, tu t'es lancé. Hein? C'est vraiment, c'est ta couleur, on le voit tout de suite. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Pourquoi tu as continué là-dedans? La justice sociale. Ouais. La justice sociale et économique, pour moi, n'existe que lorsqu'il y a une justice fiscale. Tout est relié avec la fiscalité. Justement, l'école publique que moi j'ai bénéficié, l'orthophoniste que ma sœur déficiente a bénéficié ou les orthopédagogues qui l'ont accompagnée, le transport scolaire adapté pour ma sœur qui était déficiente intellectuelle, les cours de francisation pour ma mère qui l'ont outillée pour qu'elle puisse prendre son envol, tout ça c'était le service public. Jamais que moi, j'aurais été capable, avec les ressources que ma mère avait à l'époque, d'être en mesure de rêver, d'aller faire mon droit à l'Université de Sherbrooke, une UTT de tout le service public, de l'aide financière aux études qui m'ont aussi donné un méchant coup de main pour mes études. Jamais que j'aurais été capable. Alors, tout ce service public, en ce moment, il s'effrite à vitesse grand V. Ouais. Notre dette, elle continue d'augmenter. Mais la réalité, c'est que plus il va y avoir des gens qui vont négocier leurs impôts à la baisse, avec la course vers le bas, on ne sera plus capable, à échéance, de payer tous nos services publics. On a une population au Québec qui est vieillissante, qui a besoin de plus de services. On a des logements insalubres parce qu'on laisse encore des gens vivre dedans, parce qu'on ne met pas assez d'argent pour investir, parce qu'on dit qu'on n'en a pas d'argent. La réalité, c'est qu'il y en a de la richesse. Le problème, c'est qu'elle s'en va vers les paradis fiscaux. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment colmater ces brèches, puis il faut faire maintenant, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un désengagement public, puis l'histoire des gilets jaunes qu'on voit en France, ça ne sera pas seulement en France. Les gens vont dire, tous les travailleurs vont sortir, vont dire, nous, vous nous taxez, mais vous donnez des congés de taxes à ceux qui sont les poches remplies jusqu'aux as. Donc, on a les moyens, selon toi, de s'entraider au Québec? On a les moyens, mais on a aussi... oui, on a les moyens, mais on n'a pas les outils. Ah! Puis c'est ça notre problème. La loi fiscale n'a pas été écrite par le Saint-Esprit, a été écrite par des législateurs, autrement dit, des députés. Donc, moi, je crois que si on décide fermement de dire notre service public québécois, on y croit. Donnons-nous tous les outils pour réussir. Nous allons avoir suffisamment d'argent pour y arriver. Puis souvent, j'entends l'argument suivant qui dit « Ah, mais si on augmente les impôts des entreprises, elles vont s'en aller. » Ça, c'est l'argument le plus absurde que j'ai entendu dans ma vie. Ouais, qu'est-ce qu'il y en est? C'est pas vrai. Un instant. Est-ce que, par exemple,
Apple va commencer à vendre davantage de produits à des gens qui n'ont pas d'argent dans les pays tiers, là, tels que les pays en voie de développement? La réponse, c'est non. Ils vont toujours aller où est-ce qu'il y a des consommateurs. Les consommateurs sont en Amérique du Nord et dans les pays continentaux, tels que l'Union européenne. Oui, ils vont être capables de vendre, par exemple, on a vu quand ils ont sorti le iPhone C là, pour cheap. Alors ça, ils l'ont sorti, mais la réalité, quand ils sortent leur iPhone 10, là, ils ne commencent pas d'abord avec le Zimbabwe. Ils commencent avec les États-Unis, le Canada et tous les pays de l'Union européenne, ainsi qu'en Asie. Alors, ils vont où est-ce qu'il y a des consommateurs. Je me rappelle quand il y a eu le débat sur Uber. Certains disaient « Ah, mais si Uber doit collecter les taxes, Uber va quitter. » Je dis « Non, Uber, ils ne commenceront pas à quitter. Ils n'iront pas aux Zaïre offrir leurs services. Ils peuvent le faire, mais les risques, c'est qu'ils ont plus de chances d'avoir des consommateurs au Québec qu'aux Zaïre. » Alors, finalement, quand on a exigé que le Québec collecte les taxes de vente, bien, ils l'ont fait, puis ils sont encore ici. C'est drôle, hein? Alors, je me dis que si on fait juste dire à toutes les entreprises, vous allez payer vos impôts comme il se doit, et comme vous faisiez il y a 40 ans, il ne devrait pas avoir de problème. Mais tu penses qu'ils peuvent encaisser ces dépenses supplémentaires puis qu'ils ne vont pas se sauver nécessairement? Dans le fond, tu nies l'argument de peur qu'on nous sert par rapport à ça. Ah, je le nie fermement. Okay. Parce que je ne crois pas que d'un matin, si on demande à Facebook de payer ses impôts, que Facebook va fermer au Canada puis qu'on n'aura plus de compte Facebook pour les Canadiens. Il ne faut pas non plus oublier que Facebook est enregistré à la bourse. Elle a aussi des obligations légales à la bourse. Donc, ça serait beaucoup plus dommageable pour Facebook de dire, savez-vous quoi? Maintenant, nous ne sommes plus une société responsable. Nous avons un désengagement social. Je pense que le cours de la bourse risque de chuter. OK. Ben, faut que je t'arrête parce que t'es très passionné dans ce secteur-là. Oui. Je veux y revenir, mais je veux quand même... On peut faire une autre entrevue que sur la fiscalité. On va faire un spin-off de balado juste là-dessus. Je veux quand même en savoir plus sur toi aussi. Donc oui, dans un premier temps, tu viens de me dire que pour toi, c'est un moyen, tu me corrigeras au besoin, c'est un moyen pour toi d'aller vers les fiscalités, un moyen concret d'aider ou de générer une justice, une équité sociale. Est-ce que pour toi, la politique, c'était le prochain step naturel? Pourquoi donc tu t'es présenté d'abord au fédéral puis au provincial après? L'histoire, c'est que mon ami Joël Lightbound, qui est maintenant le député de Louis Hébert, on s'est rencontrés, on travaillait tous les deux dans un bureau d'avocat. Okay. Lui avait pris la décision de quitter pour faire le saut en politique. Et moi, j'écrivais des articles pour dénoncer l'iniquité fiscale dans le commerce numérique. Un jour, il m'appelle et il dit « Tu sais que Marois, tous tes articles, toutes tes publications, c'est bien. Mais si tu veux vraiment faire le changement, il faut que tu sois au pouvoir pour justement déposer tes propres projets de loi, faire avancer tes idées dans un parti. » Alors là, j'ai réfléchi. J'ai pas réfléchi trop longtemps, en fait. Et je dis « Parfait, puis je vais faire le saut. » Chez moi, parce que j'ai grandi dans Hochelaga. Alors, j'ai décidé, tout le monde, je m'en rappelle, parce que tout le monde dit, Marois, tu sais que tu peux choisir un autre comté qui pourrait être prenable. Et moi, j'ai dit non, je pense que si vous n'avez pas compris... pas proposé quelque chose? Oui, tout le monde m'a dit d'aller ailleurs. Tout le monde m'a dit d'aller ailleurs. Oui, moi, je dis toujours, il y avait 2 personnes qui croyaient, ma mère et moi. Puis après ça, mes amis ont embarqué. Okay. Puis mes amis, eux, ils ont cru parce qu'ils savent que quand je prends le temps de rencontrer les gens, je fais vraiment ma démarche d'élection. Sincèrement, là, moi, je me présente faire le porte-à-porte. Puis oui, le matin, je suis dans les bouches de métro. J'y crois que quand on rencontre les gens, ça fait une différence lorsqu'on arrive au bureau de vote. Tu leur dis quoi au porte-à-porte? Ou lutte contre les paradis fiscaux. Tu leur parles de ça, puis ils ont le temps de t'écouter? Non, ils aiment ça. Okay. Parce qu'ils comprennent. Puis ils savent qu'on ne leur parle pas des affaires futiles. On leur parle d'une affaire qui est vraiment importante. Puis à chaque fois que j'en ai parlé avec les gens, la réaction est souvent la même. « Mais rentre! » Alors, on me laissait rentrer. Alors, même ici, dans Saint-Laurent, c'était la même chose. On dit, j'ai cogné à la porte de quelqu'un ici. Puis il me dit « Non, c'est pas Madame Risky. Vous êtes la fille d'RDI Économie, paradis fiscaux. » Il a écrit le nom de sa blonde. Puis là, elle s'en vient, dit « C'est la fille des paradis fiscaux. » Je dis « Non, la fille qui fait la lutte contre les paradis fiscaux. » Oui, une petite nuance. Mais oui, c'est comme ça. À l'époque, quand Joël Lightbound m'avait dit de faire le saut, moi, j'avais réfléchi. Puis, le Parti libéral du Canada, c'est le parti qui représente plus mes valeurs à moi. Puis, j'avais fait le saut. Malheureusement, j'ai perdu par 500 voix. Ben, c'est pas beaucoup. Non, surtout compte tenu de l'historique des libéraux dans Hochelaga. Donc, je pense que pour moi, c'était en soi une victoire. Mais j'aurais vraiment quand même aimé être en mesure de déposer mes projets de loi. Mais plus tard, l'histoire a quand même changé. Puis, au final, des fois, on se dit, rien n'arrive pour rien. Peut-être que j'aurais été bien malheureuse si j'avais pas été en mesure d'influencer ce grand caucus libéral, de leur dire que non, l'histoire de Netflix, c'est une erreur.
qu'on ne peut pas permettre à une entreprise comme Netflix, une entreprise étrangère, de faire des affaires au Canada. Penses-tu que tu aurais prêché dans le désert? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que oui, parce que j'ai quand même été assez impliquée dans ce dossier-là. Et j'ai eu plusieurs discussions avec l'équipe de Mme Joly. Ouais. Et clairement, les arguments qu'on me soulevait n'étaient pas des arguments qui étaient factuels ni juridiques. Et là, pour moi, à ce moment-ci, j'ai appris très tôt dans ma vie de ne jamais argumenter avec des arguments qui ne sont pas fondés et que ça peut être rapidement une perte de temps. Parce que tu as un background quand même. T'es enseignante, t'es professeur universitaire. Mais je suis aussi avocate. Puis t'es avocate en plus, c'est vrai. Donc tu dois avoir un biais vers les faits. J'imagine que tu essaies constamment d'aller vers voici les données empiriques et voici ce qu'il y en a. Bien, ça, c'est mon côté... Ça fait pas vraiment que la politique. Là. Bien, c'est peut-être mon côté un peu plus nerd. Là. Je suis une chercheuse. Puis, si on veut me parler, moi, amenez-moi des études, des vraies études. Moi, je vais lire toutes les affaires que les gens me donnent, les documents de travail, les mémoires. Je prends le temps de lire parce que je me dis, la personne a pris du temps pour l'écrire, je vais me donner la peine de le lire. Ouais. J'apprécie ça faire mes contre-vérifications, puis j'arrive toujours préparée à une réunion. Et là, j'arrivais, puis clairement, c'était rendu une décision qui était purement politique, mais que je trouvais que nous, on allait perdre au change et qu'on envoyait un signal très négatif au niveau de la scène internationale. On envoyait comme signal que c'est correct, les entreprises québécoises et canadiennes, elles vont être assujetties aux impôts, elles seront assujetties à la collecte des taxes de vente, mais vous, toutes les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, venez-vous-en ici, il n'y en a pas de problème pour vous, on va vous dérouler de tapis rouge, inquiétez-vous pas des taxes, puis inquiétez-vous surtout pas des impôts. C'est ça le message. Tu trouves que c'est plus grave, ça que les entreprises extérieures viennent ici sans payer? Oui, parce que, surtout dans le cas de Netflix, parce qu'il faut savoir qu'il y a une loi au niveau fédéral, la loi sur les investissements étrangers. Là-dedans, lorsqu'une entreprise étrangère désire venir au Canada ou faire l'acquisition d'une entreprise canadienne, lorsqu'il y a certains seuils, on peut avoir des balises pour encadrer l'acquisition d'une entreprise étrangère par une entreprise étrangère d'une acquisition canadienne nationale. C'est pour protéger, au fond, l'économie nationale. Mais au niveau culturel, là, le seuil est vraiment très, très, très bas. On parle de 5 millions versus, dans l'autre cas, 500 millions. Ouais. Alors là, l'objectif de ça, l'objectif des législateurs à l'époque qui ont réfléchi à cette loi, c'est de dire la culture canadienne, on doit la protéger parce que nous sommes en Amérique du Nord et nous sommes un tout petit marché versus les États-Unis qui, eux, essaient d'exporter toute la culture américaine et on ne veut pas se faire absorber par la culture américaine, notamment. Alors là-dedans, moi, pour le cas de Netflix, je trouvais que la loi sur les investissements étrangers, il y avait des outils qu'on aurait pu mettre en place pour s'assurer qu'il y ait du contenu canadien d'une part, mais surtout du contenu québécois d'autre part, parce qu'à l'intérieur de notre solitude canadienne, il y a aussi la solitude québécoise. Et là-dedans, dans le Netflix, lorsque j'entendais encore la ministre à l'époque dire « Oui, mais il va y avoir, là je cite, « nouvel argent », il n'y en a pas de nouvel argent. C'était déjà planifié pour Netflix. Elle disait, nous, on a l'intention, les mots sont importants, l'intention de continuer d'investir sur 5 ans, 500 millions de dollars. Ce n'est pas des garanties. N'importe quand, Netflix peut se désengager. Et on ne nous a jamais clairement dit, OK, c'est quoi les projets que vous allez faire? Est-ce qu'il va y avoir du doublage québécois? Est-ce qu'il va y avoir des créations québécoises? Est-ce qu'on va faire la promotion de nos émissions québécoises sur Netflix? Moi, j'ai pas vu d'engagement là-dessus, ni de garantie. Mais pourquoi un gouvernement, là, je fais l'avocat du diable, mais pourquoi un gouvernement, voyez une avocate peut-être, mais pourquoi un gouvernement imposerait ça à une entreprise étrangère? C'est le libre marché, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La première chose, notre motto canadien, c'est ordre et bon gouvernement. Bon gouvernement, on peut l'interpréter comme bon père de famille, bonne mère de famille. Puis une bonne mère de famille va s'assurer là, que tous ces petits vont être capables de savoir c'est quoi leur identité intrinsèque. Puis notre identité intrinsèque n'est pas la politique américaine. C'est quoi l'identité canadienne dans ce cas-là? Pour toi, en tout cas? Bien, pour surtout moi, que tu as un beau bagage, un beau parcours. Moi, une fois que j'ai été la plus fière d'être canadienne, là, c'est quand Jean Chrétien dit que non, nous, on n'ira pas faire la guerre parce que les Américains nous demandent de faire la guerre. Okay. C'est qu'on est capable de prendre nos propres décisions par nous-mêmes. On est capable de dire, wow, là, ça ne nous ressemble pas. Puis que nous, on va investir davantage dans les casques bleus parce qu'on va faire de la prévention sur le terrain avant que ça escalade. Et que non, on n'ira pas se battre que pour du pétrole et des ressources naturelles. Et qu'avant de se battre pour ça, on va d'abord aider des gens qui sont en Afrique, qui, eux, manquent d'eau. Parce que là, on voit des femmes qui doivent marcher des kilomètres supplémentaires pour apporter des carafes d'eau. J'étais à la COP 22, la COP 22, à Marrakech. Je faisais, moi, l'éco-fiscalité. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des ambassadeurs et ambassadrices de l'Afrique. Okay. Et eux autres me disaient, nous autres, là, la sécheresse, ça fait en sorte que
les femmes marchent de plus en plus loin, les enfants marchent de plus en plus loin et le risque d'agression sexuelle augmente de façon importante. Et que là, les guerres civiles pour la bataille de l'eau est déjà présente en Afrique. Alors, moi, pour moi, être Canadien, c'est que contrairement à d'autres pays qui, eux autres, vont se battre pour d'autres types de ressources naturelles telles que le pétrole et qui vont peut-être s'engager dans des guerres qui ne sont pas fondées et qu'on a déjà vu dans l'histoire n'ont pas été fondées pour la raison initiale, je préfère m'engager à vraiment aider les autres pays à protéger les enfants. On a quand même signé des déclarations universelles de la protection des droits de l'homme. Alors ça, il ne faut pas juste signer, il faut mettre les outils. Puis habituellement, c'est ça que le Canada fait. On est ailleurs dans le monde pour aider à augmenter le niveau de vie, la qualité de vie de tout le monde. Ouais. Et cette image traditionnelle du Canada, agent pacificateur, pour toi, tu y tiens beaucoup, donc. Oui. Ouais. Puis aussi, quand on a dit à l'Arabie Saoudite que non, ça suffit. Ça, j'étais fière d'être Canadienne. Parce qu'en ce moment, les États-Unis ne sont pas capables de dire aux Saoudiens, là, vous êtes allés trop loin. Et la ligne rouge a été franchie plus qu'une fois. Et là, je suis très contente d'être Canadienne parce que notre ambassadeur, la seule chose qu'on a peut-être dû faire, ce serait une aide d'honneur à notre ambassadeur canadien pour son retour d'Arabie Saoudite. On aurait dû lui faire une aide d'honneur. Lui, là, je suis fière qu'il soit notre ambassadeur canadien. Reviens à la maison. L'international te plaît beaucoup. Tu suis ça, oui. Tu étais passionné. Est-ce que tu voyages beaucoup? Moi, j'adore voyager. Ouais. J'aime aller découvrir des nouvelles cultures. Puis je suis bien parce qu'à Saint-Laurent, on a la diversité. Oui. Et ça, c'est sûr que oui. Par exemple, j'allais au Costa Rica essayer de faire du surf. Ça n'a pas été très concluant. Donc, j'allais au Nicaragua. J'ai pris d'autres cours, toujours pas concluant. Malibu, ça marche pas. Donc, j'essaie toujours de faire des voyages pour faire du surf. Mais finalement, j'ai fini. Je reste à la plage. Okay. Je vais continuer sur la même lignée. Est-ce que... comment tu déclines ton identité? Maintenant, tu es député... au Québec, à Québec, comment tu déclines ton identité québécoise? Comment tu la décris, toi? Ah, ben moi, je suis québécoise, mais je suis quand même d'origine marocaine. Et ça, je l'habite parfaitement. Moi, j'ai jamais eu honte de mes origines. Jamais. Même quand que par la suite, c'est devenu moins populaire de dire que t'es arabe. Il y a eu un moment dans la société... Après le 11 septembre? Non. Moi, je dirais plus lorsqu'il y a eu les débats sur les accommodements religieux. Okay. Là, je trouvais que c'était la première fois qu'au Québec, là, on lavait allègrement notre linge sale de façon publique, sans aucun filtre. Et que là, tout était permis dans l'espace public. On voyait même des vidéos sur le net d'une femme voilée qui s'est fait cracher au visage dans l'autobus de Montréal. Jamais que j'aurais pensé qu'on aurait manqué autant de civilité au Québec. Puis heureusement, c'était des cas isolés, parce qu'habituellement, on est très généralement hyper accueillant. La compassion, moi, ma mère, elle s'est installée là, dans l'Est, là, c'était que des Québécois qui lui ont donné des coups de main pour qu'elle puisse justement sortir de son isolement puis prendre son envol. Alors moi, ça a été la seule fois que je trouvais là, que ça ne nous ressemblait pas du tout. On n'est pas des chicaneux. Qu'est-ce qui nous ressemble? La compassion. Puis ça, je donne l'exemple. Quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, tout de suite au Québec, là, c'est comme si Haïti, là, c'était notre voisin, là, la porte à côté. Moi, j'ai des amies policières. Tout de suite, elles, là, elles ont rempli des formulaires pour dire, savez-vous quoi, là, on s'en va en mission aussi en Haïti, aider maintenant, parce que ça va prendre, parce que les prisons aussi avaient été endommagées, donc il y a eu plusieurs criminels qui avaient pris la rue. Alors, il y a plein de petites affaires qu'il faut penser, dire, OK, sécurité des enfants, les hôpitaux, il n'y en a plus, il faut tout reconstruire. Et on a vu même nos entreprises dire, quoi, nous, on a du matériel, on s'en va là-bas. D'autres qui disent, moi, je suis ingénieur, architecte, je suis retraité, je vais aller donner un coup de main. Des infirmières qui y vont, on a vu tellement de monde y aller donner un coup de main. Et ici au Québec, les gens, là, par eux-mêmes, sur les réseaux sociaux, se mettaient des pages pour dire hey, moi, je donne des affaires. Si vous avez des affaires, moi, j'ai une caravane, je peux venir chercher des affaires chez vous. Puis on peut commencer à envoyer des vêtements pour les jeunes qui sont là-bas ou du matériel scolaire. Puis je me rappelle, ils montraient qu'ils avaient ouvert une boîte en Haïti parce que c'était des affaires là, aussi simples que des crayons de couleur. Puis là, les enfants étaient émerveillés d'avoir des crayons de couleur pour pouvoir juste dessiner. Alors, c'est ça le Québec, c'est qu'on est toujours capable de se virer sur des dizaines, de s'arranger, puis on est capable ensemble de trouver des solutions pour des problèmes, puis on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des affaires hyper organisées pour se dire on va être capable de trouver une solution. Puis quand les réfugiés syriens sont arrivés, encore une fois, c'est la communauté qui a pris charge. C'est les Québécois qui ont dit, moi, je suis capable d'en accueillir chez moi. Puis ici, dans Saint-Laurent, il y a des organismes qui, eux, tout de suite, ont été capables de dire, nous, là, on a des camions,
dites-nous où aller. Si vous avez des vêtements, si vous avez des meubles, dites-le nous. Un organisme comme le CACI, qui vient en aide aux nouveaux arrivants, eux, elle me racontait, Anaït, qui est en charge de cet organisme, elle me dit, ils ont donné une famille qui, eux, ont acheté une nouvelle maison. Ils ont donné l'entièreté de leur ancienne maison. Ils disent, nous, on va repartir à neuf. Fait que, tant qu'à faire, on va tout donner ce qu'il y a dans la maison. Eh oui, ici. C'est ça, le Québec. Fait que c'est l'entraide. Puis je trouve ça cohérent que tu parles de ça parce que il y a un lien, dans le fond, avec l'équité, puis la justice sociale, puis c'est ce que tu vois dans le Québec, dans le Canada. Donc, ça fait partie de... Je trouve ça très cohérent, en tout cas, que tu parles de ça. C'est bon de savoir que je suis cohérent. C'est cohérent. Je vais t'amener ailleurs quand même, puis aller plus vers tes dadas. On peut aller très profondément dans la fiscalité. On va essayer de te suivre. Oh. Ton défi, parle-nous pas. Mais je vais commencer d'abord avec quelque chose que tu dis souvent, qui est même écrit, je pense, sur le site du Parti libéral. Ton cheval de bataille, c'est l'équité fiscale. Pour un néophyte, ça veut dire quoi? L'équité fiscale, c'est que tout le monde devrait payer ses impôts en fonction de sa capacité de payer. Donc, par exemple, un étudiant ne devrait pas payer d'impôts. Il est aux études, il ne travaille pas. Un aîné fait beaucoup moins de revenus, donc il ne devrait pas payer d'impôts. Et sa capacité de faire des revenus supplémentaires est excessivement réduite rendu à la retraite. Donc, tout le système fiscal est basé sur sa capacité à générer des revenus. Si vous êtes millionnaire, moi, je m'attends à ce que vous payiez plus d'impôts qu'un père monoparental avec 2 enfants. Alors ça, c'est la logique. D'autre part, il y a les entreprises et les individus. Il y a plusieurs décennies, les compagnies, là, dans l'assiette fiscale, absorbaient environ 75 % de l'assiette fiscale, les particuliers 25 %. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est vrai, ça? C'est les particuliers qui absorbent tout le fardeau fiscal. Comment qu'on peut le voir? Quand que, tous les jours, en passant, vous payez des impôts. Les impôts, là, c'est l'impôt sur le revenu, bien sûr, les taxes à consommation. Exact. Ajoutez aussi les taxes municipales et les taxes scolaires. Exact. Tous les jours, vous consommez. Plus vous êtes riche, plus vous êtes capable de réduire votre taxe à la consommation. Comment vous allez le faire? Vous pouvez tout acheter en ligne puis vous assurer de ne pas payer de taxes là-dessus. Ça, une personne qui est moins nantie n'a pas nécessairement les outils pour aller sur Internet, acheter en ligne, faire des économies d'échelle. Et en plus de sauver les taxes, parce que maintenant, au Canada, on l'a vu, pour tout ce qui est services en ligne, c'est pas taxable, alors que si vous allez en personne, vous allez devoir payer la taxe de consommation parce que tous nos sports experts, Jean Coutu, sont obligés de s'inscrire à qualité de taxe de vente. Si je ramène, moi, ce qui m'intéresse le plus, l'impôt sur le revenu, parce que c'est ça l'enjeu. L'impôt sur le revenu, vous n'avez pas le choix de payer vos impôts. Il y a une déduction à la source. Donc, tous les travailleurs, l'employeur, ne demande pas permission. À chaque paye, vous allez le voir, vous voyez votre paye brute. Après ça, vous voyez le net. Le net, il reste pas mal moins. Hein? C'est ça. Alors, ça va directement dans le coffre du Trésor. Mais les entreprises, elles, ont développé depuis maintenant, environ une trentaine d'années, des nouvelles stratégies. Il y en a qui vont dire optimisation fiscale. D'autres vont dire évitement fiscal, puis d'autres vont aller plus loin, fraude fiscale. La fraude, là, c'est quand vous avez l'intention délibérée de ne pas payer d'impôts, vous allez frauder. Pendant plusieurs années, on protégeait les multinationales, puis disant « Ah, eux autres font juste de l'optimisation fiscale, ils sont tellement bons, ils ont les meilleurs avocats fiscalistes au monde, les meilleurs comptables fiscalistes au monde, c'est pour ça qu'ils sont capables de réduire leurs impôts. » C'était pas vrai. C'était faux. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous donner un exemple concret, on va prendre le cas de Apple. Apple, dès les années 80, a décidé de se délocaliser en Irlande. L'Irlande vivait à ce moment-là un problème au niveau financier. Okay. Alors, l'Irlande, il y a eu un deal qui a été conclu. En échange de 5 000 emplois en technologie, donc des emplois payants, on va fermer les yeux, on va signer une entente secrète. Moi, le gouvernement, et vous, président de Apple. Eh oui, vous êtes rendu Steve Jobs. Enfin, mon véritable talent va être reconnu. En plus, vous avez la barbe pour. Alors là, le deal, c'est Apple dit, nous, on va faire semblant d'avoir un chèque social, mais seulement nous deux qui le sait. Ouais. On signe l'entente. Okay. Puis moi, je dis, l'impôt à l'époque, en Irlande, était à 10 % pour les sociétés. Là, je dis, moi, je vais payer 2 %. Ça, l'entente était signée en 1988, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est une entente secrète, il y a seulement nous deux qui étaient au courant, le gouvernement et l'entreprise. Le gouvernement dit, oh, c'est pas grave, là. On a les employés, les employés vont payer les impôts. Ça vaut-tu la peine? Non. Non. Je vais expliquer pourquoi ça vaut pas la peine. Là, je continue l'histoire. Non, mais 2 % c'est pas beaucoup, hein. Mais vous savez que si elle était restée, l'entreprise, aux États-Unis, l'impôt à l'époque était 35 %.
Donc 35 %. L'Irlande, c'est 10 % Déjà, juste ça payer le véritable impôt, elle aurait économisé 25 % En effet. Mais non, c'est ben trop 10 % donc 2 %. Mais après ça, elle a renégocié. Elle a renégocié au moment que l'Irlande faisait face à son pire état financier où est-ce que le FMI, le Fonds monétaire international, a dû venir en aide puis éjecter de l'argent en Irlande. La Banque mondiale a dû venir en aide, puis ça veut dire que tous les travailleurs sont venus en aide, parce que le FMI et la Banque mondiale, c'est tous les pays, puis ça, c'est financé par qui? Bien, par les contribuables. On vient en aide dans l'Irlande, et pendant ce temps-là, Apple renégocie encore son taux d'imposition, qui passe de 2 à 1 %, après ça 0,5, mais finalement, 0,5, c'était beaucoup trop, alors il faut attendre. 0,005 % qui a été négocié. Donc, sur 20 milliards de revenus, c'est l'équivalent d'avoir payé 50 millions de dollars. Ça, c'est comme si quelqu'un qui faisait 100 000 $ faisait un chèque de 50 $ au gouvernement. C'est ça l'équivalent. C'est absurde. Et finalement, c'est une femme, moi c'est mon idole, Margaret Vestager. Elle, c'est comme la Jeanne d'Arc de la fiscalité. OK. Elle a décidé de les poursuivre. Elle a dit, vous avez fait de la fraude. C'est pas de l'optimisation, c'est pas de l'évitement fiscal. C'est des ententes secrètes qui sont illégales. Vous attirez des emplois par poursuivre en quoi c'est illégal si le gouvernement accepte et les législateurs doivent faire des lois spéciales pour... Mais vous savez, dans une démocratie, la transparence doit toujours guider nos actions. Hors des bons gouvernements, ça, c'est un principe qui s'applique encore. Mais c'est que dans... l'Irlande est un pays membre de l'Union européenne qui a signé, évidemment, la Constitution de l'Union européenne. Et à l'intérieur de ça, on ne peut pas se faire de la concurrence déloyale. D'accord. Alors, si on applique des taux d'imposition, puis moi, je me disais, OK, moi, la France, où je suis, là, je donne un chiffre à tout hasard, 28 % général, et que l'Irlande est à 10 % on va dire, OK. Mais là, si j'apprends que finalement, non, c'est pas 10 % c'est à 0,5 % tu viens de me faire de la concurrence déloyale parce qu'au fond, tu es capable de délocaliser des sièges sociaux pour apporter plus d'emplois dans ton pays au détriment des autres pays membres de l'Union européenne. Alors, c'est ça la concurrence déloyale et c'est ça qui devient des ententes secrètes illégales. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'autre affaire qui signe, ce sont les conventions fiscales. Donc, le Canada signe plein de conventions fiscales. Ça, nous, on va dire, nous, là, on prend pour acquis que tu ne paieras pas d'impôt au Canada sur certains revenus parce qu'on prend pour acquis qu'ils ont été payés déjà en Irlande. On parle toujours d'une entreprise? Oui, Apple. OK, oui. Donc, on va dire, OK, dans ce cas-ci, pour X raisons, on va savoir, nous, dans notre tête, on donne un break fiscal, un petit congé fiscal, parce qu'on dit, OK, ce type de revenu, on va dire, par exemple, les dividendes qui ont été versés vers Apple Irlande, nous, on va accepter de ne pas l'imposer au Canada à sa part entière, parce qu'on prend pour acquis qu'il a été imposé en Irlande pour éviter un problème de double imposition. Parce que sinon, ce serait l'Irlande et le Canada qui taxent le même revenu. Mais là, on se rend compte que finalement, notre entente, pour pas qu'il y ait de double imposition, n'a pas créé un problème de double imposition, elle a créé un problème de double non-imposition. Il n'est pas imposé ni au Canada ni en Irlande, parce que l'Irlande décide volontairement de fermer ses yeux, ainsi que ses coffres d'État, puis permet par la suite à Apple Irlande de faire bifurquer son argent vers une coquille vide aux îles Caïmans, qui sait pertinemment que l'impôt est à 0 %. Et là-dessus, Margaret Vestager a condamné l'Irlande à aller récupérer 20 milliards auprès de Apple. Et l'Irlande a dit non, on ne va pas les récupérer 20 milliards. Mais finalement, ça va se régler. Apple a décidé de verser ce 20 milliards en fiducie, mais porte quand même la décision en appel. Mais Margaret Vestager a dit, le cas de Apple, il y a en ce moment 1000 investigations. L'Irlande aurait fait des transactions comme cela. L'Irlande est ce qu'on appelle le Benelux, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Ces trois pays-là, ces trois pays fautifs qui ont fait des ententes très similaires parce qu'ils donnaient des congés de taxes en faisant des ententes secrètes avec les entreprises et multinationales. L'échange d'emplois, des choses comme ça? Pour le cas de l'Irlande, c'est plus les emplois. Belgique, c'est plus les emplois, alors que Luxembourg et Pays-Bas, c'est en échange d'un frais financier. Okay. Alors, au fond, ils prenaient une quote-part de 1 %. Ah, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Je veux dire, si, ça dépend de mon siège social, où il est. Est-ce qu'on aurait pu légiférer au Canada, mais eux autres, comme on disait, ils sont pas... leur siège social n'était pas au Canada. Qu'est-ce qu'il y a à faire contre ces paradis? La première des choses... Est-ce que tout le monde va juste aller va juste déposer son siège social dans un autre pays? Puis, oui, mais la première des choses, c'est de revenir à la base. Changer la loi et dire que tout profit qui est fait au Canada est imposé au Canada. C'est un concept de base. Mais il va y avoir de la double imposition, là. Non, parce que si, par exemple, le profit est réellement... habituellement, on essaie de coller la fiscalité sur l'action qui a été faite. Donc, si, par exemple, vous achetez un téléphone iPhone, vous l'avez acheté ici, vous êtes supposé payer... l'entreprise est supposée payer son impôt sur le profit qui est généré ici. Mais ce que certaines entreprises font,
ils vont faire semblant que le iPhone n'a pas été acheté ici. Ah oui? Qu'il a été acheté, en fait, ailleurs, parce qu'on va faire la transaction en ligne, puis dire non, ça a été fait sur un satellite dans l'espace. Puis l'espace appartient à personne. Ça fait depuis 1993 que cette pratique existe. Ah ouais? Oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut changer la loi puis dire non. Commencez par dire que peu importe où est-ce que vous avez un établissement physique ou pas d'établissement physique, si le revenu a été généré en territoire canadien, il est imposé en territoire canadien. Si le service a été rendu à un contribuable canadien, il est réputé être fait ici le service. Par exemple, on va prendre le cas de Netflix, les abonnements de Netflix. L'abonnement, tout le monde pense à Netflix Canada. L'abonnement est détenu par Netflix BV. Netflix BV, c'est Netflix Pays-Bas. Donc, quand, par exemple, quelqu'un achète un abonnement de Netflix, la transaction, Netflix ne l'enregistre pas au Canada. Il va dire non, moi, c'est Netflix BV aux Pays-Bas qui l'a vendu. Moi, j'ai pas de revenus au Canada, j'ai pas d'impôts à payer. Puis Netflix Canada, c'est une entité différente. Elle va dire non, moi, je n'ai que des dépenses, mais j'ai droit à des subventions. Donc, mais le meilleur des deux mondes. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire une modification législative, parce que si on change la loi et on dit, nonobstant que vous avez un établissement physique Netflix BV, lorsque vous vendez un service d'abonnement de télévision à nos Canadiens, ce revenu, le 10 $ par mois, il est imposable au Canada. Tout simplement. Et c'est la tendance que l'Union européenne veut faire. L'Union européenne a déposé son projet de loi il y a maintenant 2 ans pour aller de l'avant avec exactement ce projet-là. L'Angleterre, il y a à peu près 1 mois et demi, aussi a décidé que ce serait la formule. Maintenant, on rapproche la fiscalité avec... Donc, ça bouge. Exactement. Ça bouge partout, sauf ici. Mais puis je veux pas que tu nous donnes des noms, parce que, je veux dire, il est arrivé quand même certains dossiers dont on a discuté au début de l'entrevue, mais c'est quoi l'argument qu'on te donne? C'est quoi l'argument politique? Qu'est-ce qui se passe? On menace de quitter, alors que je pense pas que Netflix, à ma connaissance, a beaucoup d'employés ici. Ou qu'est-ce qu'on dit? L'an dernier, les journalistes révélaient que c'est trop beau pour être vrai ce que tu me comptes. Ça a l'air si facile. Pierre Moscovici était en avril dernier, ici à Montréal, moi aussi j'y étais, et donnait une conférence pour expliquer à quel point c'était simple. C'est juste une question de courage et de volonté politique. Pierre Moscovici est le député européen qui porte le dossier de la fiscalité juste et équitable dans toute l'Union européenne et qui se bat contre l'Irlande et le Benelux. Parce qu'ils savent que c'est justement eux qui bloquent en ce moment l'adoption du projet de loi, parce que tous les pays sont d'accord, sauf évidemment les fautifs. Okay. Et dans son discours, il disait, vous, le Canada, vous n'avez pas besoin de vous entendre avec 27 pays, là, parce que là, le Brexit, on n'est plus à 28, on est à 27. Il n'y a pas de problème. Alors, il disait que c'est une question de volonté politique. L'an dernier, des journalistes révélaient que le bureau du premier ministre fédéral, le bureau de M. Trudeau, a eu plus de visites de la Silicon Valley que toute autre entreprise canadienne. Donc, c'est comme à chaque 2 jours, il y a quelqu'un de la Silicon Valley. Amazon, Netflix, Facebook. Vous vous rappelez, même Manny Joly est débarqué là, à Silicon Valley. OK. Donc, l'influence des lobbyistes. Et aussi, on apprenait que la chef de cabinet sortait de chez Google. La chef de cabinet de Mme Joly. Donc, l'influence, elle est là. Google, là, n'est pas mieux qu'Amazon, ni Apple. Ne paye pas d'impôts depuis des années, Google. Alors, qui commencent par payer leurs impôts sans faire plaisir. Mais après ça, ils vont avoir un rendez-vous avec le premier ministre. Mais avant cela, pour moi, une entreprise qui ne paye pas d'impôts, dans ma liste de priorités, là, est vraiment en bas de ma liste. Est-ce que je me trompe? Si on voudrait agir au Canada et donc au Québec, c'est au niveau fédéral qu'il faudrait légiférer. Non. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire à Québec? Bon, j'ai quand même déjà commencé, un peu. Alors... Alors, pour les auditeurs, il y a un immense sourire sur le visage de Marois en ce moment. Elle est très heureuse, la question. Bon, dans le cas de la taxe de vente, moi, j'avais déjà collaboré en septembre 2016. Ouais. J'étais allée à la commission sur les paradis fiscaux à l'Assemblée nationale. J'avais écrit un mémoire. J'avais clairement expliqué les 2 affaires problématiques. L'impôt et les taxes de vente, et que c'était un problème de courage politique, puis j'ai marqué des solutions. La personne la plus rapide sur le téléphone, ça a été Amir Kadir. Ah. Lui, il m'a appelé. Madame Rouski, voulez-vous écrire un projet de loi pour nous? Je dis, oui, avec plaisir. Et Amir Kadir connaît très bien ma couleur politique. Là. Puis je dis, vous savez que vous contactez une libérale. Oui, pas de problème, c'est parfait. Puis il dit, mais toi, Marois, est-ce que tu as un problème? Je dis, non, moi, j'en ai pas de problème. Comme on fait avancer des dossiers. Exactement. Par la suite, d'autres parties m'ont appelé. Puis j'ai dit non, en ce moment, je travaille. Moi, j'ai donné mon OK pour Amir. Je travaille sur un projet de loi pour Amir Kadir. Okay. Mais vous êtes les bienvenus pour embarquer.
Le PQ, j'ai eu des discussions avec Jean-Martin Hossan. Puis lui, évidemment, il y croit fermement. Je pense que tu es d'accord. Au PLQ, même chose. On dit, ben là, continue ton projet, puis vous le déposerez. On dit, mais c'est un petit peu saugrenu, là, Marois, là. T'es la libérale avec QS. Je dis, ben écoutez, on fait avancer le Québec, on ne le fait pas avancer. Et par la suite, évidemment, le projet de loi a été déposé. J'ai demandé au président du Conseil québécois du commerce de détail, M. Léopold Turgeon, que je connais bien, avec qui on a fait plusieurs conférences ensemble pendant plusieurs années. On a parcouru le Québec pour faire des conférences pour sensibiliser les gens à l'équité fiscale dans le commerce numérique. Et, M. Simons aussi était venu à cette conférence de presse, donc c'était bien organisé. On dépose. Par la suite, ce que moi, j'ai peut-être un peu moins aimé, c'est que j'aurais aimé ça qu'il soit adopté dans son entièreté immédiatement. Il y a eu, je crois, un petit peu l'ajout de politique. Alors finalement, Carlos Ottawa a déposé son propre projet de loi pour aller pour la taxe de vente. Mais je suis contente parce qu'au moins, il a repris ce que moi je voulais. Je voulais m'assurer qu'il y ait vraiment toute la taxe de vente, non seulement sur les biens tangibles, mais aussi sur les biens intangibles, ce qu'on appelle les services. Mais je voulais aller plus loin, plus rapidement. Je serais allée aussi avec l'impôt. Mais je comprends qu'à l'intérieur, au Canada, on n'a pas bougé. Au Québec, on a été capable de faire tout ça en l'espace de 18 mois, alors qu'ailleurs dans le monde, ça leur a pris entre 7 et 11 années pour aller changer la loi en matière de taxes de vente. Donc, le Québec, on a été capable en 18 mois d'agir. Alors, j'aimerais avoir le même momentum pour l'impôt sur le revenu, puis que d'ici 18 mois, on ait changé nos lois, parce que les gens doivent savoir. En matière fiscale, le Québec est pleinement autonome. On n'a pas besoin d'attendre après Ottawa. Okay. On a notre propre agence, on a notre propre loi, et je dirais même plus loin, nos effectifs. Revenu Québec s'est grandement amélioré. Il y avait une certaine époque où les gens disaient « Revenu Québec, c'est comme le cousin pauvre de Ottawa, là, de la RC ». C'est pas vrai. J'ai entendu dire qu'il y a une certaine Marois Risky qui est allée faire des formations là, apparemment. Fait que je sais pas s'il y a un lien. Non, il n'y a pas. Ben, moi, je peux vous dire que j'ai rencontré des employés qui veulent faire la lutte contre les paradis fiscaux, mais qui veulent courir pas après les contribuables, ils veulent courir après les gros requins, les grosses multinationales. Puis là, ils se sont donné des outils. Carlos Ottawa avait annoncé justement, parce qu'une de mes recommandations dans mon rapport qui avait été déposé, c'était d'avoir une unité à Québec qui fait de la fiscalité internationale. Parce qu'en temps normal, le Québec, nous, on ne fait pas de la fiscalité internationale, on laisse ça à Ottawa. Mais moi, j'avais travaillé dans le dossier des Panama Papers et les Paradise Papers avec l'émission Enquête, et clairement, l'ARC ne faisait pas son travail. La plus grosse fraude a été orchestrée avec l'ARC. Donc, pour moi, là, j'ai eu l'affaire KPMG. L'affaire KPMG, lorsqu'ils ont signé l'amnistie avec les fraudeurs, non. Ça, pour moi, c'était inacceptable et je ne comprends pas qu'à ce jour, il n'y a personne à Ottawa qui demande et réclame une enquête publique, une enquête policière de la GRC, parce que je suis convaincue, je demeure convaincue qu'il y avait suffisamment de preuves pour aller à procès en matière criminelle pour poursuivre non seulement les experts comptables, la firme, mais aussi les contribuables qui ont fraudé à coût de millions de dollars pendant, pas une année, pas deux, mais pendant 12 années de fisc canadien. Donc, ils ont volé tous leurs voisins, tous les Canadiens. Donc, on ne va pas attendre après Ottawa. Non. On va pouvoir les chevairer, continuer d'avancer à Québec. Oui. Puis l'affaire dans ce dossier de KPMG, moi, ce qui m'a outré, c'est qu'il y avait aussi 3 dossiers québécois là-dedans. On n'a pas encore révélé les noms, là. Alors, peut-être qu'un jour, l'émission Enquête va aller plus loin et on va pouvoir révéler les noms. Mais on s'est fait passer aussi un sapin. Parce qu'en temps normal, Revenu Québec, Revenu Canada communiquent. Puis quand que Revenu Canada, on va dire que c'est un haut fonctionnaire qui dit « Ah, nous, on a signé ici une entente, tout est beau. » On va prendre pour acquis que vous avez fait votre travail comme il faut. Que vous n'êtes pas fait passer un sapin, que vous avez essayé de nous refiler ce sapin. Mais là aussi, on s'est fait refiler un sapin au Québec. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut développer notre propre expertise et ne plus faire confiance et tenir pour acquis que la RC a fait un travail impeccable. Et c'est pas juste moi qui l'ai dit. Le sénateur Percy Downey, sénateur libéral, a dit que lui aussi, le lien de confiance avec la RC a été brisé. Est-ce qu'on peut attendre des négociations que tu auras avec le gouvernement ou un dépôt de projet de loi de la part du PLQ? Oui. Quel est ce grand sourire? Bien, c'est clair que je ne suis pas venue en politique pour me tourner les pouces. Hein? Non, tu voulais pas juste être backbencher dans le fond? Non. En plus, j'ai l'immense honneur d'avoir le dossier d'éducation et d'enseignement supérieur et stratégie numérique. Dans le dossier stratégie numérique, ça inclut les GAFAM NATO, les géants du Web. Alors, nécessairement, ça inclut la fiscalité du Web. T'as bien négocié ça? Quand même! mais c'est aussi vraiment dans mon expertise. Ce dossier, je travaille en collaboration avec tout le monde parce que pour moi, la lutte contre les paradis fiscaux n'a aucune couleur politique. La seule couleur, c'est le fleur de lys. Ça va être ça. On a beaucoup parlé des entreprises. Qu'est-ce qu'il y en a des particuliers? Pourquoi une personne qui fait des millions de dollars au Québec
devrait les déclarer ici? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Ben, je veux dire, moi, j'ai des millions de dollars, j'ai gagné, j'ai travaillé très fort pour gagner ça, ça me revient. Moi, je veux aller chercher la meilleure technique fiscale pour payer le moins d'impôts possible. Il n'y a aucun problème pour profiter de tous les avantages fiscaux, toutes les déductions auxquelles vous avez droit. Moi, où est-ce que j'ai un problème? C'est lorsque vous fraudez. Je vous donne un exemple concret. Dans un des reportages qu'on a fait avec Enquête, dans le dossier des Paradise Papers, il y avait de la fausse facturation. Donc, on a une entreprise canadienne qui est basée ici au Québec. Pour souvent, qu'est-ce qui peut être fait là-dedans? Lorsqu'une entreprise fait de la fausse facturation vers une entreprise coquille vide dans un paradis fiscal, au fond, on augmente nos dépenses pour venir diminuer nos sources de revenus pour payer le moins d'impôts. Ça, c'est de la fraude. Alors, et moi, les entreprises qui disent « oui, mais je l'ai gagné », mais l'infirmière aussi l'a gagné le soir de son front, son salaire, l'enseignante aussi, le pompier encore plus, que non, je m'excuse. Les entreprises aussi, lorsqu'elles payent des impôts, c'est parce qu'elles bénéficient de d'autres infrastructures aussi publiques. Que ce soit notre réseau de transport pour que la marchandise se rende, que ce soit le réseau de télécommunications, mais aussi une autre affaire qui est tellement importante, notre démocratie. Les entreprises, pourquoi elles sont ici et non dans un autre pays, c'est qu'ils ont aussi la stabilité politique et économique. Et ça a un prix. L'idée d'être dans le même bateau, de travailler ensemble, donc tout le monde va donner un petit montant à la hauteur de ses revenus, pour toi, ça revient tout le temps. C'est très cher pour toi. Parce que c'est la base de tout. C'est littéralement, on ne peut pas parler de justice sociale et économique sans régler le problème de la fiscalité. Tu sais, j'entends souvent les gens, même ce matin, on parlait encore de tout ce qui est les taxes municipales, les taxes scolaires. Les gens ont un sentiment que c'est pas équitable. Puis je les comprends parce que souvent, quand que l'évaluation arrive, c'est en fonction des prix de revente qui a été fait autour d'eux. Alors là, ils voient que, OK, prenons par exemple l'exemple de Montréal. S'il y a de la spéculation, puis que tous les prix des maisons augmentent, mais vous n'avez pas l'intention de vendre, vous n'avez pas fait des rénovations extravagantes pour faire un flip, puis que vous voyez votre état de compte augmenter de la valeur foncière, vous dites, un instant, là, moi, ma maison, je l'ai payée 300 000, là, vous êtes en train de me dire qu'elle vaut 800 000. J'en ai encore pour un bon 15-20 ans encore ici, mais j'ai plus la capacité de payer mes taxes municipales. Et c'est vrai, non seulement à Montréal, mais je l'ai aussi vu dans des municipalités. J'avais vu un article dans un journal où est-ce qu'une personne était dans, je pense que c'était à Saint-Adolphe, elle n'avait plus les moyens de vivre dans sa maison parce que le prix avait tellement augmenté. Alors, c'est aussi à faire qu'on réfléchisse à la fiscalité municipale, pour voir comment on fait pour s'assurer que les Québécois sont capables de vivre chez eux le plus longtemps possible, sans nécessairement mettre non plus de frein aux investissements étrangers, mais une façon de faire pour s'assurer de bien contenir la spéculation. La Colombie-Britannique l'a fait, l'Ontario l'a fait, la taxe sur les investissements étrangers, ça, c'était fait pourquoi? Parce qu'on voyait que, oui, les centres-villes de Colombie-Britannique, de Vancouver, étaient remplis par, on ne sait pas trop qui, du Airbnb, des investisseurs qui ne sont pas présents, mais c'était vide de familles. Les gens n'avaient plus les moyens de vivre à Vancouver et devaient non seulement être à 1h30, puis il y a une étude qui a démontré que certains vivaient à 2 heures de leur milieu de travail. 2 heures le matin, 2 heures le soir. Ça, je pense que ça n'améliore pas du tout la qualité de vie. Puis je pense que le stress augmente, puis après ça, on peut se demander pourquoi que les parents sont à bout de souffle. Puis on le sait qu'on arrête de venir on s'en va vers ça à Montréal, dans la grande région. Qu'est-ce qui est arrivé quand la Colombie-Britannique a adopté sa loi? Tout le monde s'est tourné vers l'Ontario. Parce que l'Ontario, c'était le deuxième marché immobilier parce que on voyait que ça bouillonnait. L'Ontario a dit, une seconde, là on a vu qu'effectivement, les investissements étrangers augmentaient, que la spéculation aussi augmentait. Donc, ils ont passé la loi. Ils ont dit, non, on va mettre nous autres aussi la même taxe à la Colombie-Britannique. Mais là, maintenant, une fois que la Colombie a légiféré, l'Ontario a légiféré, les investisseurs se tournent vers où? Montréal. Alors là, lorsqu'on voit la tour de condo de Canal Montréal vendue, là, je voyais dans un chiffre dans un journal que c'était 88% par des non-résidents. Moi, ça me fait plaisir que les tours, mais j'aimerais ça qu'elles soient aussi vendues à des gens qui vivent à Montréal. Il va falloir aussi qu'on ait au Québec un plan en matière d'occupation du territoire, d'habitation, et s'assurer qu'on est capable, que mettre chez nous veut vraiment dire quelque chose. Là. Mais mon doux Marois, mais je vais pas te poser la question qu'on t'a posée. Tout le monde t'a posé la même question. Oui, qu'est-ce que je fais là? Non, je sais. Je vais pas la poser. Je vais la poser différemment. C'est juste que tu as un discours pour nous engager qui est très inspirant. Je pense qu'il y a quand même des choses où on peut se rejoindre. Mais là, j'ai fait ma recherche. Tout le monde te demande question au Parti libéral, mais je ne te poserai pas. Tu as quand même donné une bonne réponse. Mais vite de même, si on va dans les préjugés et les grandes caractéristiques des partis, tu fitterais plus avec QS.
Non, mais toi, Amir me dit que c'est bien qu'il y ait des gens comme moi dans tous les autres partis. Il est prêt à partager, Amir. T'es un agent infiltrateur de QS dans le Parti libéral. Non, mais sincèrement, c'est que le Parti libéral n'a pas toujours eu qu'un seul courant de pensée. Puis les gens parlent des 15 dernières années, mais on pourrait ajouter un zéro pour parler des 150 ans libéral. Ouais. Je crois que moi, je m'inscris davantage dans une tendance qui est, oui, centre-gauche. Mais oui, il y a des centres-droites. Ça, c'est notre parti. Mais c'est à moi. Il y a des débats au caucus, ils vont en discuter. Oui. Vous avez tout le monde compris que je suis capable de parler puis de m'affirmer. Hein? Alors, mais j'amène aussi mes idées. Puis c'est vrai que je bouscule. J'avoue que je bouscule puis je brasse de l'air autour de moi, mais je brasse aussi des idées. Puis les idées que moi je brasse, c'est pas seulement Marois Risky s'est réveillée ce matin puis elle a pensé à telle affaire. Non, je discute avec des gens, je discute avec des experts. Puis oui, venir d'un milieu académique. Un bagage aussi, ouais. Absolument. Puis, mais aussi mon milieu académique, puis mon milieu réseau communautaire, ça aide beaucoup. Puis ça apporte plus de réflexion, puis on réfléchit aussi différemment. Mais à la fin de la journée, moi, je serais pas capable d'être dans un parti où il y a seulement une ligne. Moi, j'aime débattre. Alors, je suis contente, dans vos partis, il y en a des débats. Donc, avis au prochain chef ou à la prochaine chef du Parti libéral. Et d'ailleurs, où est-ce que tu vois ton avenir au Parti libéral, toi? Ben, je pourrais reprendre la phrase de M. Legault. On verra. C'est excellent, c'est excellent. Puis, le temps passe. Mais je réponds quand même à la question. Où est-ce que je vois mon avenir? Moi, je me vois comme une personne qui doit apporter des idées, qui va faire cheminer le parti. Il y a des dossiers que moi me sont à cœur. Moi, j'aimerais qu'à terme, mon objectif là, ultime, c'est qu'un jour, j'ai plus besoin de parler de l'équité fiscale, parce que je vais pouvoir dire mission accomplie, puis qu'on parle de autre chose. Je ne sais pas c'est quoi la prochaine thématique, mais pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être réglé. Ici, dans Saint-Laurent, j'en ai des problèmes de surpeuplement des classes. Donc, ça me prend de l'argent. Puis, à un moment donné, je ne pourrais plus taxer les contribuables et dire augmenter encore les taxes. Il n'y en a plus d'argent dans les poches des contribuables, il faut aller ailleurs. Et ce sont les entreprises qui doivent payer leurs impôts. Là. OK. Alors, ça, c'est où est-ce que je me vois. Ce dossier-là, c'est ce que j'aimerais vraiment accomplir durant ma période en politique. D'accord. Donc, t'es ferme sur l'objectif et souple sur les moyens. Non, parce que même le moyen, c'est ce que j'ai déjà écrit le projet de loi. Donc, il faudrait que les gens adhèrent à mon projet de loi. Le temps passe vite, je vais quand même t'amener sur d'autres terrains, un petit peu de politique plus partisane. Comment tu as interprété l'élection de la CAQ? Comment tu as vu ça? Quand même 37% des électeurs qui se sont pointés en passant, qui ont élu le nouveau gouvernement de François Legault. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut couper absolument dans les services? Est-ce que ça veut dire qu'on s'en va vers plus de nationalisme au Québec? Comment tu vois ça? Il y a plusieurs éléments. Une des tendances au niveau international, c'est ce qu'on appelle le dégagisme. Mm-hmm. Donc, on l'a vu, Colombie-Britannique, 15 ans de libéraux, merci, bonsoir, ils sont partis. L'Ontario, parti libéral dissimé. La France, on a vu l'élection de M. Macron. Alors, les partis traditionnels ont... même Emmanuel Valls s'est rendu en Espagne, il s'est même exilé, lui. Ah ouais? Oui. Alors, M. Trump, l'élection de M. Trump... c'était vraiment du dégagisme, parce que même personne n'était capable de dire « Ben oui, M. Trump va gagner haut de la main contre Hillary Clinton ». Donc, je pense que ça, c'est un des éléments. Mm-hmm. L'autre élément que moi, j'ai aussi dit après la campagne, c'est qu'on n'a pas livré la campagne auquel les Québécois s'attendent et qui doivent s'attendre d'un parti comme le Parti libéral du Québec, le Parti des grandes idées, celui qui a fait des changements énormément, qui a toujours été capable de se renouveler puis d'arriver avec des plans ambitieux pour le Québec. La deuxième carte d'assurance maladie, deuxième journée de campagne, c'est pas emballant. On s'entend. Quand on offre trop d'éléments en campagne électorale, à un moment donné, les gens n'écoutent plus. C'est des promesses, des promesses, des promesses. Puis moi, j'aime dire non, ce sont des engagements. Mais quand il y en a trop, les gens disent non, ce sont des promesses. Alors les gens n'entendaient plus ça. Alors ils disent, tu sais quoi, on va donner la chance à M. Legault. Ça fait longtemps que vous êtes là. Allez vous ressourcer dans les banquettes de l'opposition. Puis il y a aussi une affaire qu'il faut respecter. La sagesse populaire, là, veut qu'il y ait une alternance des pouvoirs. On ne peut pas rester là 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alors, oui. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est un facteur. Puis j'accepte là, que, oui, effectivement, là, nous, on a gouverné, le Parti libéral a gouverné, puis là, les Québécois nous disent, nous, maintenant, on veut essayer quelque chose de nouveau. Es-tu plus contente d'arriver dans l'opposition, puis de pouvoir faire des médias, pousser tes idées comme ça, que d'avoir
d'être arrivé, d'être peut-être tombé au gouvernement, puis de te battre au caucus, puis que ça passe pas tout le temps, puis de te faire des ennemis. Es-tu satisfaite finalement? C'est une bonne chose pour toi de la position? Non, j'aurais beaucoup plus souhaité être la porteuse du ballon de la réforme fiscale. Ouais. Puis d'ailleurs, mes discussions avec M. Couillard, la première chose que j'ai demandé, en fait que je lui ai dit, c'est que moi j'ai un franc-parler, ça peut plaire ou ça peut déplaire, mais j'ai clairement un dossier, la lutte contre les paradis fiscaux, puis je vais faire une réforme fiscale là, pour m'assurer que les entreprises payent leurs impôts. Alors ça, c'était clair. C'était entendu. Oui, puis quand après ça, dans une réunion de travail, Carlos Letao, on s'est réunis avant la campagne, lui et moi, pour discuter, parce que clairement, c'était lui le ministre des Finances, hein, et moi, j'étais la nouvelle arrivée, et lui aussi, il croyait. Lui, là, c'était clair que effectivement, il faut agir, et que lui avait fait le premier pas en matière de taxe à consommation, la taxe de vente, et que là, il fallait aller, on devait aller plus loin, aller chercher maintenant de l'impôt. Mais il avait fait, lui, le premier travail pour la taxe à consommation. Et aussi, il croyait à la lutte contre les paradis fiscaux. Il venait de mettre de l'argent pour ajouter une unité de 75 personnes dédiée contre la lutte contre les paradis fiscaux puis la fiscalité agressive dans les paradis fiscaux. Alors lui, c'était pas une personne trop difficile à convaincre. Mais malheureusement, j'ai pas été dans un gouvernement qui a été reconduit. J'étais en opposition. Et ça m'a donné aussi un nouveau défi, l'éducation et l'enseignement supérieur. Alors, c'est sûr que j'apprends, puis je suis contente d'être la députée de Saint-Laurent. Puis ça, en partant, là, c'est tous les jours, pour moi, je m'amuse sur le terrain. Les gens ici, là, ils suivent la politique provinciale, vraiment. C'est justement, c'est toujours une de nos interrogations. Comment ils sont, les gens de Saint-Laurent? Qui t'a rencontré en campagne électorale ici? Des gens de partout, de différents horizons. Et à chaque fois, eux autres sont... Je vais être honnête, ils s'attendaient pas à ce que je fasse du porte-à-porte. Alors, quand je faisais du porte-à-porte... Parce que c'est Saint-Laurent... C'est ça, puis ils ont dit, mais t'es Madame Risky, vous êtes sérieuse, là? Je dis, ben oui, j'ai à votre rencontre. Là, il dit, ben voulez-vous... Puis là, c'était l'été, voulez-vous une limonade, une bouteille d'eau? Non, tout est beau. Il dit, qu'est-ce que vous aimeriez? Il dit, ah non, puis les gens me disent, nous, votre discours à vous, ce que vous dites, on embarque. Si vous êtes capable de chercher ces milliards qu'on a besoin, là, nous, on vous appuie. Puis ça, c'était constant dans Saint-Laurent. Et j'avais une grosse équipe. C'est difficile d'avoir des gens ces temps-ci pour faire du porte-à-porte. Nous autres, là, on était une vingtaine, entre 20 et 25 la fin de semaine, qui fait vraiment beau. Est-ce qu'on a envie d'aller à un barbecue? Non. Moi, les gens étaient ici, on faisait du porte-à-porte, on faisait aussi les métros. Et les gens étaient juste contents de nous voir. Puis ils ont dit, vous ne nous prenez pas pour acquis. Et ça, je l'ai entendu très souvent, vous ne vous prenez pas pour acquis. Hier soir, Daniela et moi, on est allés à un événement. C'est l'école Katimavik. C'est leur bingo annuel. Ils m'ont invité, mais ils ne pensaient pas que j'allais y aller. Alors, quand je suis arrivée... Il était surpris de te voir arriver? Oui. Puis il dit, parce qu'on va s'entendre, la plupart des gens là-bas n'ont pas le droit de vote. Là. C'est des nouveaux arrivants. Ils viennent d'arriver. Habituellement, le politicien ne se pointe pas là parce qu'il sait que, on va dire, son retour sur l'investissement, entre guillemets, il n'est pas fort. Là. Alors moi, j'arrive, puis c'est des enfants, ils n'ont clairement pas le droit de vote. Moi, je suis arrivée là et je me suis amusée. Daniela, elle tirait les chiffres en espagnol, moi en français, l'autre en arabe. C'était magnifique. Puis, une madame du Bénin. Elle, quand je me suis présentée, elle a dit « Non, vous êtes notre députée? » Je dis « Oui. » Et vous faites ce genre d'activité? Elle était émue de savoir que les politiciens du Québec étaient proches de leur peuple. Et elle, ça faisait 5 mois qu'elle était ici. Et elle était tellement contente de savoir qu'on lui a remis notre carte. « Je peux vous appeler? Je peux vous envoyer un courriel? » Je dis « Oui. » Ben, elle était bouche bée. Puis moi, ça m'a vraiment émue. Parce qu'elle, probablement que dans son pays, elle s'entendait pas à ce que son politicien, son député soit là, proche d'elle, puis qu'elle vienne à elle. Elle dit « Oh, wow! » Puis ça, je me suis dit, c'est ça, faire la politique à notre façon, à nous, au Québec. Tu es en train de me dire que tu es une personne normale? On peut te parler? Ah oui! Hein, t'es parlable? Ben non, c'est pas ça que je dis. Je dis que si vous m'invitez pour du bingo, je vais être présente. Y avait-tu quelque chose d'autre que tu avais remarqué chez les gens de Saint-Laurent? Tu as fait du porte-à-porte beaucoup. Est-ce qu'il y a une caractéristique ici qui t'a vraiment frappé? Les familles sont nombreuses. Nombreuses? Ici, là, c'est pas des familles avec 2 enfants. Là. Non, oubliez ça. C'est des familles 3, 4. Et à un moment donné, en faisant notre porte-à-porte, la madame vous dit « Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous? » Puis elle s'en va, elle est enceinte, elle a 7 enfants, puis elle dit « Faudrait que je bouge un meuble. » Puis j'entendais, moi, j'ai plein de gars en bas. Puis c'était... Alors là, on lui montre Engagez-vous qui disait, ah ouais, venez. Alors, on lui montre son lit. Elle en revenait pas. Là, nous, on avait des petits jus pour les enfants. Elle dit, oh non, je peux pas accepter. Elle dit, c'est moi qui devrais vous offrir quelque chose. Ben non, nous, on s'amuse. Mais c'est vraiment des familles nombreuses. Et les Laurentiens
aiment vraiment leur quartier. On dit souvent que quand on déménage à Saint-Laurent, on reste à Saint-Laurent. Il y a beaucoup de services communautaires. Mais souvent, les gens pensent que Saint-Laurent, c'est très riche parce qu'on a le technoparc, mais on a aussi des quartiers très somptueux. Vraiment somptueux. Mais on a aussi des poches de population qui sont vraiment pauvres. OK. Et là, on a des organismes qui viennent en aide. Je pense par exemple à la Coquela, qui nourrit 600 familles. J'ai aussi la Corbeille, qui est un peu plus au nord de Saint-Laurent, qui est dans Bordeaux-Quartier-Ville, qui, elle, nourrit des milliers d'enfants et de familles. Eux autres ont fait leur propre cuisine. Grâce à Moisson Montréal et eux autres, on est capable de vraiment desservir non seulement Saint-Laurent, mais aussi les autres arrondissements à côté. Il y a aussi encore de la pauvreté. Et on a beaucoup de nouveaux arrivants à Saint-Laurent. Lorsqu'il y a eu la vague de réfugiés syriens, la très grande majorité sont venus s'établir ici. Okay. Donc, ça a fait en sorte que les écoles ont dû s'ajuster à vitesse grand V. Parce qu'accueillir un nouvel arrivant, c'est une chose. Accueillir un réfugié, c'en est une autre. Puis Saint-Laurent, les enseignants, moi, quand j'ai fait le tour des écoles, les enseignants, là, c'est incroyable ce qu'ils font. Les directrices d'école, les directeurs d'école aussi. Il y a vraiment un surpeuplement. Puis je parlais avec la présidente de la commission scolaire, Marguerite Bourgeois. Il y a une complicité entre eux. Malgré qu'on a dû mettre des classes dans les sous-sols, c'est vraiment pas l'idéal. Les professeurs ont peinturé les classes pour faire en sorte que ça devienne tellement ludique qu'on oublie qu'on est dans un sous-sol. Mais c'est pas ce qu'on veut. Alors, je suis contente parce que au mois d'octobre dernier, il y a eu une acquisition d'un terrain immense de la congrégation des Sœurs de Sainte-Croix qui ont vendu un terrain à bon prix pour qu'on puisse construire une école secondaire qui va accueillir jusqu'à 2000 élèves. C'est la plus grande école. Ça va permettre de libérer d'autres écoles secondaires qui, elles, vont être rénovées et vraiment mises à jour pour les élèves et les enseignantes. Parce qu'on sait, si c'est pas le fun pour les enfants d'être dans les écoles qui sont pas parfaites, là, c'est pas non plus pour les enseignants et tout le personnel de soutien qui travaille autour d'eux. Vas-tu pouvoir aider dans tous ces dossiers-là? Est-ce que tu as déjà regardé ton plan pour les 4 prochaines années? Qu'est-ce que tu vas faire dans le comté? Ah oui, moi, à chaque semaine, je suis dans une école, pratiquement. OK. Alors, j'ai la chance d'avoir un excellent lien avec Mme Diane Lamargevenne ainsi que les autres commissaires. Et eux, ils ont déjà des plans. Ils n'arrêtent pas. Là. Tout le monde met la main à la pâte. Trésor du Boisé, on ajoute déjà un 4e étage, mais on sait. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que la nouvelle école secondaire soit construite rapidement. Mais l'échéancier est déjà établi, les plans sont faits. On parle d'un horizon de 3 ans, mais qu'il va y avoir des phases 1, phase 2, phase 3. Donc, admettons que la phase 1, c'est déjà 800 places qui vont être créées. Mais on réfléchit déjà à d'autres places. Donc, c'est sûr que je suis pour parler. Puis, j'ai la chance aussi d'avoir des finances publiques du Québec qui sont saines. C'est la première fois qu'il y a 4 milliards de surplus. Là. On n'a jamais vu ça. Moi, en tout cas, je ne m'en rappelle pas. J'avoue que je ne suis pas très jeune. Mais si je me fie aux autres économistes qui sont pas mal plus vieux que moi, ça fait 40 ans qu'on n'a pas vu des finances aussi belles. Mais là, sur ce 4 milliards, il y a aussi le premier ministre Legault qui a dit que des priorités, c'était l'éducation. Je m'attends à ce qu'il y ait un réinvestissement massif dans le secteur de l'éducation, puis que Saint-Laurent, ça part du Lion aussi. Okay. Parce que la commission scolaire Marguerite Bourgeois dessert non seulement Saint-Laurent, mais plusieurs autres écoles à Montréal. Et on sait, à Montréal, la population augmente de façon très importante. On a besoin de cet argent. Et dans je dirais dans les milieux défavorisés, c'est là vraiment qu'on doit s'attendre à avoir les plus belles écoles du monde. Donc, tu vas t'assurer que ça se fait. Tu vas te battre pour ton comté. Oui. Oui, absolument. Pour terminer, Marois, si on veut s'impliquer chez Keto, mais il y a toujours des gens motivés qui veulent peut-être participer à ton comté, à ton exécutif, qui veulent s'impliquer avec toi. Qu'est-ce qu'on fait si on veut s'impliquer avec toi? Toi, t'as pas vu mon ouverture de bureau, lundi? Il y avait du monde âme! Ah oui! Y a-t-il encore de la place? Tout le temps. En fait, les gens m'écrivent directement sur Messenger, sur Facebook. Ouais. Puis à chaque fois, ils disent, est-ce que c'est vraiment Marois qui répond? Oui, c'est vraiment moi qui réponds. Je prends le temps de répondre. Des fois, il est un peu plus tard le soir, mais c'est pas grave. Mais les gens m'écrivent, puis ils viennent. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a du monde qui font du pointage au téléphone. Moi, personnellement, le meilleur pointage, c'est quand je fais mon épicerie puis que les gens viennent me parler. Alors, je vais être toujours dans les activités. Alors, tous les bénévoles, là, on fait jamais d'activités de téléphone parce que personne... Honnêtement, les bénévoles, moi, ils m'ont déjà dit qu'ils n'aiment pas ça. Mais en revanche, ils aiment m'accompagner pour des activités. Et quand on est allé la semaine passée à Moisson Montréal, je crois qu'on était 15 bénévoles un samedi. Wow. Là, ça criait, ça dansait, ça chantait, puis on faisait les paniers, puis on a fini numéro 1 pour les paniers. Même si c'était pas une course, nous, on en a fait une course. Puis on était avec Guylaine Tremblay. Alors oui. Mais c'est ça qu'on fait comme activité. On va à la rencontre des citoyens. On occupe le terrain. C'est ça, les gens qui veulent faire du bénévolat avec moi, c'est vraiment ça. On t'écrit sur Facebook, oui. tout autre moyen.
Ben, ils peuvent venir à mon bureau de comptoir, on est très ouvert. C'est sûr que s'ils viennent dans Saint-Laurent, puis qu'il y a soit une chocolaterie, une crêperie, il y a des fortes chances qu'ils me retrouvent. Mais sinon, sincèrement, les réseaux sociaux, moi, je crois que c'est vraiment la meilleure façon de me rejoindre, puis de rejoindre aussi mes collègues. On est très disponibles. Mais la plupart du temps, les gens m'écrivent, puis on répond. Puis, c'est pas juste des gens qui sont dans Saint-Laurent. Je suis allée faire une conférence à la commission scolaire de Montréal. Devant les jeunes étudiants. Parce que moi-même, quand j'étais plus jeune, j'étais membre. J'étais avec eux. Alors là, je suis allée les voir. Puis il y en a plein qui m'ont écrit, ils disaient « Ah, mais moi, on peut prendre un café? » Puis parce que je bois pas de café, mais un chocolat chaud. Ils disent « Oui! » Qui veulent parler au fond de leur parcours. Puis ils ont comme 14, 15, 16 ans. Alors, je prends des chocolats chauds avec des jeunes, vraiment jeunes, qui veulent juste parler de ce qu'ils aimeraient faire plus tard dans la vie. Puis ça, c'est ce que je pense que j'aime le plus, en fait. C'est ce qu'on va essayer de faire avec toi dans les prochains mois. Marois Risky, merci beaucoup pour ton passage aux Anglais. Oui, une autre affaire que je fais souvent. Des fois, je rencontre des gens qui cherchent des emplois. Oui? Oui. Puis t'es aides? Oui, parce qu'à Saint-Laurent, on cherche de la main-d'œuvre. Puis moi, je rencontre plein d'entreprises ici. Là. Vous n'avez pas idée le nombre d'entreprises que je rencontre. Et la première chose qu'ils me disent, Marois, on a besoin de talent. Je dis, OK, parfait. Or, l'autre jour, il y a une femme que je rencontre au parc Jarry, Bouchera. Elle me dit, moi, là, ça fait des mois que je cherche un emploi. Puis je dis, OK, mais c'est quoi ton travail? Elle dit, mais je suis traductrice. Alors là, Madeleine qui travaille à mon bureau, elle parle avec une commission scolaire qui ont justement besoin d'une traductrice. Nous, on fait aussi. Tu t'es mis en contact. Oui, alors on sert aussi à ça. Ben oui, ben c'est ce qu'on a. On a un beau réseau. Ouais. Quand on est en politique, on a la chance de justement de conjuguer tous les différents réseaux ensemble. Et quand on entend les besoins d'une personne, les besoins d'une autre personne, nous on le sait, puis c'est à nous de faire juste le lien. Puis après ça, la magie opère. Effectivement, la magie opère et aujourd'hui aussi. Merci beaucoup, Marois Risky, pour cette entrevue aux engagés publics. Ça fait plaisir. À la prochaine. Oui. Alors voilà, c'était notre balado cette semaine. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue. Comme on vous dit à chaque fois, engagez-vous, impliquez-vous. L'année prochaine, il faut recommencer à se réengager. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts et SoundCloud. Suivez-nous sur nos pages Facebook et Twitter. Et visitez notre tout nouveau site web à engagépublic.com. À la semaine prochaine. Un, deux. C'est normal. De toute façon, je vais en profiter pour t'expliquer un peu le fonctionnement. Dans le fond, on fait un one take.